Alors le thème de cette table ronde vient conclure, je le disais, en toute logique, la journée de travaux autour du mécénat dont nous avons pu apprécier et parfois même découvrir les nombreux atours. Alors que d'eau a coulé, et ça nous l'avons vu également au fil de cette journée sous les ponts ces dernières décennies. Et c'est un nouveau visage du mécénat qui s'offre à nous aujourd'hui. Et en synthèse, nous allons donc repositionner mécénat et philanthropie dans notre société pour le moins chahutée du XXIe siècle. Et à l'heure où l'État, on l'a vu également, n'est plus seul capitaine, plus systématiquement le grand ordonnateur de l'intérêt général. Michel Pébreau, alors, je dirais sans orgueil, mais sans fausse modestie non plus, peut-on dire que la France dispose aujourd'hui du mécénat le plus efficace au monde, de par le dynamisme qui le caractérise, l'environnement fiscal aussi, c'est très important. Je vous demanderai juste d'appuyer sur le bouton. Voilà. Très bien. Oui, bonjour à tous. C'est vraiment pour moi un plaisir et un honneur de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je dirais, pour répondre à votre question, que la question du mécénat a formidablement évolué au cours des dernières années. C'est-à-dire que notre pays a longtemps été en retard dans ce domaine. Admical a joué un rôle très important pour nous en faire prendre conscience. Et mon sentiment est qu'au cours des dernières années, les choses se sont débloquées pour des raisons qui tiennent à la fois à l'évolution de la société et à l'évolution de notre fiscalité. En ce qui concerne l'évolution de la société, je crois que le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a au niveau tant des entreprises que des particuliers le souci de s'engager dans des voies qu'on peut appeler philanthropiques ou qu'on peut appeler pour les entreprises citoyennes. C'est-à-dire que dans notre pays, il y a une prise de conscience du fait qu'il était utile, même nécessaire, d'avoir, même pour des entreprises dont la principale préoccupation est évidemment de répondre aux aspirations de leurs parties prenantes, les clients, les salariés, les actionnaires et tout leur environnement. Pour ces entreprises, il était nécessaire de dépasser cette vision de leur finalité pour s'intéresser à un certain nombre de sujets d'intérêt général. Et de ce point de vue, BNP Paribas, la fondation BNP Paribas a été très tôt dans cette orientation, à partir de 1985, c'est la date de sa fondation à Paribas, et à partir de 1992-93 après la privatisation de la BNP, ce mouvement s'est déclenché. C'est-à-dire que nous avons, en effet, dans les entreprises, d'accord avec nos conseils d'administration et nos salariés, engagé des politiques mécénales. Et de même, on trouve le phénomène au niveau des particuliers. Là, je vais faire appel à une autre de mes compétences d'aujourd'hui. Je suis président de la fondation ARC pour la recherche contre le cancer, et je suis frappé de constater que il y a dans ce domaine une mobilisation des particuliers autour de ces objectifs de recherche. Alors effectivement, l'un des problèmes qui se pose, c'est de faire en sorte de pouvoir s'orienter vers les meilleurs projets en matière de recherche. C'était une des conclusions de la table ronde précédente. La mission d'une fondation comme la Fondation ARC, c'est précisément de faire cela, c'est-à-dire de sélectionner les projets. C'est la première fondation en France en ce qui concerne la recherche contre le cancer. Et donc, elle est naturellement entourée d'un grand nombre de bénévoles qui sont des grands savants ou des grands médecins, et elle sélectionne des projets. Et donc, mon message sur ce point, c'est je constate qu'il y a dans les ménages, il y a chez les personnes physiques françaises, une volonté de s'engager dans ce domaine. Alors, est-ce que cette volonté est suivie sur le plan économique, je dirais, et sur le plan voilà, fiscal, je dirais, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Le vrai problème est le problème fiscal. Et je dois dire que de ce point de vue, un grand progrès a été accompli à partir, d'une part, du dispositif qui permet, d'une façon assez large par rapport à l'impôt sur le revenu, de faire en sorte que les particuliers aient la possibilité de déduire leurs apports à des œuvres d'intérêt général en matière de recherche, de solidarité, d'une façon assez significative. Cela existe pour ce qui est des sociétés avec l'impôt sur les sociétés, et il n'y a pas de doute que la spécificité française de l'existence d'un impôt sur la fortune
a permis, là aussi, d'avoir un canal d'orientation de l'épargne des impôts des particuliers, oui, pour une partie vers des œuvres d'intérêt général. Donc je crois qu'il y a d'un côté une vraie volonté d'exister, non, sur le plan à la fois des entreprises et des particuliers, de générosité, de participation à des œuvres d'intérêt général par sa propre initiative. Je dirais qu'il est probable qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'hypothèse où on ne serait pas dans un pays dans lequel les dépenses publiques représentant 56% de notre produit intérieur brut, nous avons tous un peu tendance à dire, bon, pour tout ce qui concerne l'intérêt général, on a déjà beaucoup donné. Bon. Et ce que je constate, c'est que les Français ont réussi à surmonter ce handicap. Et deuxièmement, le dispositif fiscal est là. Je dirais qu'on s'en rend compte par le nombre des fondations qui se sont créées au cours des dernières années. Et on l'a vu autour de ce nombre est assez, voilà, on le voit à travers les différentes initiatives. En particulier dans le domaine de la recherche, qui est un des domaines dans lesquels il y a incontestablement des progrès. Augustin de Romanet, vous partagez ce point de vue, système français de mécénat, le meilleur au monde, présenté parfois comme tel, oui, non? Oui, le système français de mécénat est favorable, et au fond, en écoutant votre question, je suis en train de réaliser que ce système français qui a, au fond, explosé un peu après la loi Aillagon de 2003, résulte de la conjonction de deux individus qui ne sont pas des individus de la sphère publique, ni, je dirais, de l'État, qui, récemment, j'avais eu l'occasion d'écrire dans un petit papier le fait que l'État s'était depuis longtemps mêlé de régenter les consciences. Et j'avais retrouvé un arrêt du Conseil d'État de 1661. Le Conseil d'État, à l'époque, se réunissait en présence du roi. Et le Conseil d'État avait intimé l'ordre à tous les ecclésiastiques de France de signer un manifeste comme quoi il contestait des thèses jansénistes. Donc, dès 1661, l'État s'affichait comme ayant un peu le monopole de l'intérêt général. Et en 2003, il y a un ministre de la Culture qui s'appelait Jean-Jacques Aillagon, un ministre du Budget qui était notaire, dont Michel Pébreau se souvient bien, qui était Alain Lambert. Et tous les deux avaient une approche que je qualifierais presque de libertarienne de l'utilisation par les individus de l'argent. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas qu'ils utilisent leur argent par des canaux prédéterminés, mais qu'ils l'utilisent pour des missions qui sont collectivement jugées comme d'intérêt général. Et donc, effectivement, le système français est très favorable. Et comme le disait Michel Pébreau, il faudra prendre garde dans les débats fiscaux futurs du fait qu'il n'y ait pas une interaction entre les uns et les autres, puisqu'effectivement, notamment quand il s'agira de trouver un impôt sur la fortune, ça interagira beaucoup avec les actions de mécénat. Les mécènes que vous êtes, à travers vos entreprises respectives, les fondations, les mécènes que vous êtes, ont-ils l'impression d'avoir un réel pouvoir d'influence dans la société? Madame Mullier, est-ce que la philanthropie qui est la vôtre aujourd'hui vous permet d'avoir une assise vraiment dans la société? Est-ce que vous considérez participer à un mouvement vraiment créateur aujourd'hui en France? Oui, évidemment, dans le sens où la Fondation Entreprendre est là pour développer l'esprit d'entreprendre en France. L'esprit d'entreprendre, c'est entreprendre sa vie, c'est avoir sa place dans la société, c'est s'épanouir, et c'est aussi avoir un emploi. Un emploi, vous savez bien que c'est des ressources aussi pour faire vivre sa famille. Donc c'est très très important que les personnes, tout à chacun, vous ici qui avez un emploi, vous entrepreneurs, vous avez de toute façon conscience que c'est grâce à l'emploi et à l'entreprise que vous avez créée que vous pouvez vous épanouir. Donc c'est tout à fait naturel que le mécénat la philanthropie entre dans ce système d'aide à l'esprit d'entreprendre, pour permettre à chacun d'entreprendre sa vie. Vous avez une mission d'intérêt public finalement? Alors moi j'aime bien dire, parce que je vais vous avouer une chose, c'est qu'en 2011, quand la Fondation Entreprendre a été reconnue d'utilité publique, j'en ai pleuré, parce que j'ai entendu mon DG à l'époque qui me disait, tu sais, on est reconnu d'utilité publique. Et ça veut dire qu'on a une vraie mission publique. On nous missionne sur quelque chose d'essentiel, c'est entreprendre, permettre à la France d'entreprendre. Donc vous êtes un passeur, vous êtes un intermédiaire finalement entre ces mondes qui existent aujourd'hui, et vous souhaitez développer ces initiatives. Et effectivement, je rejoins les deux témoignages précédents. C'est que grâce à la philanthropie, grâce aussi à des déductions fiscales, on a une place, un rôle à prendre. D'aucuns diraient une nouvelle classe d'actifs, parce que grâce au pouvoir financier pour développer la cause, on va permettre au pays de s'en sortir par l'emploi.
Donc on a un vrai rôle, on est attendu, et moi je suis convaincue que si tous ensemble on s'y met, l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes, qui est déjà bien entamé, parce que les jeunes aujourd'hui, on sent bien que ça bouge, ils ont envie de prendre leur vie en main. Il y a vraiment un mouvement qui se passe. Appuyant dessus. Il y a des professeurs qui attendent qu'une chose, c'est des entrepreneurs dans les classes. Il y a des élèves qui attendent qu'une chose, c'est s'exercer à la création d'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui attendent qu'une chose, c'est d'être accompagnés par rapport à leur manque, leur faiblesse, leur innocence. Et puis il y a d'autres entrepreneurs qui déposent le bilan, qui attendent qu'une chose, c'est qu'on les aide à rebondir. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose de magnifique qui a été offert par l'État, parce qu'on parle de déduction fiscale, et c'est quand même un cadeau qu'on nous donne, une mission qu'on nous donne, la déduction fiscale, c'est prendre en tes mains ta responsabilité d'entrepreneur pour remettre dans le pays ta capacité à entreprendre, mais il y a aussi le fichage bancaire. Un entrepreneur qui dépose le bilan, aujourd'hui, est plus fiché Banque de France. Il peut rebondir, il a le droit de recréer derrière. C'est quand même magique, ça. Donc profitons. Michel Pébreau, vous partagez ce point de vue de Madame Mullier sur, je dirais, la mission d'intérêt public du mécénat aujourd'hui ? Ah oui, tout à fait. Je crois que le mécénat ne peut exister en entreprise que dans la mesure précisément où l'entreprise considère que c'est une mission d'intérêt public qui justifie qu'elle intervienne d'une certaine façon en dehors de son champ normal d'activité. Une entreprise a une fonction économique. Une banque a une fonction économique qui est d'aider ses clients à réaliser leurs projets. C'est sa fonction économique. Si je puis dire, nous pouvons nous engager dans le mécénat à condition que nous puissions expliquer à nos salariés et à nos actionnaires, ce sont les deux parties prenantes les plus importantes en l'occurrence, puisque c'est elles qui, d'une certaine façon, voient la dépense que nous effectuons. Les clients s'y intéressent, mais d'une façon plus indirecte. Donc, il faut que nous puissions justifier de notre action. Alors, nous justifions de notre action, pour ce qui est de BNP Paribas, d'une façon simple. Nous avons 3 grands axes d'activité qui sont pour la Fondation, qui sont la solidarité, la culture et la recherche environnementale. Et sur chacun de ces 3 axes d'activité, nous avons une raison d'être en tant que banquier, parce que pour ce qui est de l'aide à la culture, nous sommes dans une situation d'aider des individus qui sont de vrais entrepreneurs, les artistes, quand on prend les gens du monde du jazz ou des arts nouveaux du cirque, ou de la danse contemporaine, ce sont des artistes qui sont des entrepreneurs en eux-mêmes. Et donc, nous savons faire cela, s'occuper d'eux, parce que c'est notre métier. Et nous en occupons exactement comme d'un client entrepreneur, c'est-à-dire qu'on les suit à la fois sur le plan financier, mais ce qui est au moins aussi important, sur le plan de leur vie personnelle, pour les aider à se développer. On retrouve le même genre de problème pour nos questions de recherche en ce qui concerne la recherche sur le changement climatique. BNP Paribas se dit la banque d'un monde qui change. La banque d'un monde qui change, elle a considéré qu'il était important d'investir sur le changement climatique. Nous avons un jury international qui sélectionne des projets et nous finançons ces projets qui sont des projets et naturellement qui intéressent le monde entier, ce qui est naturel pour notre banque. Est-ce que vous avez si vous voulez, cette notion d'intérêt public est complètement corrélée dans sa réalisation à l'identité du mécène entreprise. Augustin de Romanet, sur cet aspect de l'engagement public du mécène aujourd'hui, est-ce que vous considérez, vous, comme ayant une mission d'intérêt public ? Ce n'est pas un problème de savoir si on considère ou pas, cher ami. Le mécénat, c'est quoi ? Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, c'est l'État qui vous dit vous avez le droit de tirer un chèque sur la collectivité. Parce que quand vous faites un mécénat, que ce soit à titre privé ou à titre public, vous tirez sur le carnet de chèques de l'État. Alors bien sûr, ça vous coûte plus cher de donner que de ne pas donner. Mais à partir du moment où vous avez une réduction d'impôt qui vous est permise par votre activité de mécène, soit à titre personnel, soit à titre d'entrepreneur, vous tirez un chèque sur l'État. Donc, comme le disaient les intervenants précédents, il est parfaitement légitime que les activités, les motifs d'intérêt général soient vérifiés. Et pourquoi est-ce que l'État fait ça ? Parce que l'État se rend bien compte qu'il ne peut plus tout faire lui-même et que dans la dimension de proximité et d'implication personnelle, soit des individus, soit des entreprises, il y a une richesse créée qui n'est plus du domaine des pouvoirs publics exclusivement. On a parlé récemment du mécénat de BNP Paribas. S'agissant par exemple de l'entreprise dont je m'occupe aujourd'hui, nous avons un de nos 4 axes qui est la lutte contre l'illettrisme.
Et la lutte contre l'illettrisme, c'est une activité qui n'est pas spécifiquement liée à l'activité de l'aéroport, même si autour de nos plateformes d'Orly et de Roissy, nous avons beaucoup de personnes qui sont affectées par cette difficulté. Eh bien, le fait que nous soyons mécènes dans ce domaine va nous permettre également de fédérer tous les entrepreneurs de la plateforme, petites et moyennes entreprises, sous-traitants de la sécurité, sous-traitants de l'habillement, assistance en escale, avec lesquels nous allons créer un fonds de dotation de la communauté aéroportuaire contre l'illettrisme. Donc nous allons faire d'une pierre deux coups. D'une part, nous allons financer des actions contre l'illettrisme, et notamment dans les zones autour de nos aéroports. Et en plus, nous allons fédérer la communauté aéroportuaire qui a trop tendance habituellement à être éclatée. Vous le savez bien, quand vous êtes à l'aéroport et qu'il vous arrive un malheur, c'est jamais de la faute de celui auprès de qui vous vous plaignez. Vous faites la queue à la police, c'est de la faute de l'aéroport. La passerelle n'est pas là, c'est de la faute de l'aéroport. En fait, c'est la compagnie qui a elle-même un sous-traitant, etc., etc. Donc, je dirais que cette dimension d'intérêt général liée au mécénat, elle est très importante. Et c'est pour ça, j'anticipe sur une question que vous ne me poserez pas parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je pense qu'il y a un point. Vous connaissez bien le métier. Hein. Mais il y a un point qui est assez important et qui va être un défi pour le mécénat. C'est vos collègues qui m'interrogeaient tout à l'heure avec la petite caméra. Il y a un défi pour le mécénat dans les années à venir, c'est que le mécénat devra d'une part éviter de se faire refiler, entre guillemets, toutes les dépenses publiques que l'État ne voudra plus ou pourra plus financer, parce qu'à ce moment-là, il perdrait son âme et ça deviendrait un financeur de substitution. Il faut que le mécénat soit un financement additionnel. Donc il ne faut pas que le mécénat devienne une dépense publique de substitution, mais il ne faut pas non plus que le mécénat soit étranger à des préoccupations d'intérêt général au motif que l'État ne peut plus les financer. Donc il va falloir trouver un équilibre pour que le mécénat conserve le supplément d'âme de la culture, de l'art contemporain, d'un certain nombre de choses qui ne sont évidemment pas du domaine de la dépense publique, et en revanche, qu'il accepte de temps en temps d'être supplétif de l'État sans perdre son âme. Voilà, me semble-t-il, un des points intéressants des années qui viennent. Michel Pébro. Oui, non, j'ai une correction assez substantielle à faire aux propos de mon ami Augustin. Bon, il ne s'agit en aucune façon, quand on parle de mécénat, de chèques tirés sur l'État. C'est rigoureusement l'inverse. Hein. Je rappelle quelles sont les données du problème. Nous vivons dans un pays dans lequel le niveau de la fiscalité est particulièrement élevé. Bon, dans des pays dans lesquels il n'y a pas de fiscalité, je dirais, les particuliers s'occupent entre eux de la solidarité comme ils l'entendent. Bon, nous avons un système fiscal qui est un système le plus développé du monde. Bon, alors, dans ce système le plus développé du monde, par définition, l'argent qui reste aux contribuables une fois payés les impôts, il est assez limité. Par exemple, il est très limité par rapport à l'argent qui reste aux contribuables aux États-Unis d'Amérique ou à Singapour ou dans quelques pays dans lesquels la fiscalité est un peu inférieure à la nôtre. Donc, il faut bien voir ce qu'il en est. L'État a pris une très bonne décision qui est de considérer que dans certains cas, des gens qui étaient tellement attachés au mécénat étaient prêts à, si je puis dire, payer un chèque, qui était un chèque qu'ils payaient auparavant sur les impôts, et rajouter quelque chose pour faire du mécénat. C'est ça la réalité. Il n'y a pas un chèque tiré sur le trésor, il y a bel et bien le fait que l'impôt payé par l'intéressé, que ce soit une entreprise ou un particulier, est moins important que ce qui était prévu à l'origine, moyennant une dépense faite par l'intéressé qui est supérieure à celle qu'il aurait faite s'il avait seulement payé l'impôt. On ne va pas trop s'étaler sur le volet fiscal. On dit juste la même chose. J'aurais dû dire rebus sic stantibus, toute chose égale par ailleurs, mais je persiste à dire que si demain matin, nos concitoyens décidaient d'utiliser l'intégralité de ce qui leur restait après le paiement de l'impôt à des actions de mécénat, l'impôt sur le revenu serait réduit des 2/3, et donc l'État devrait trouver d'autres moyens pour financer ces actions. Donc au fond, on dit à peu près la même chose, même si je pensais, en disant cela, mettre la réponse au centre de votre question, c'est-à-dire que lorsque une entreprise décide de financer quelque chose en bénéficiant des dispositions d'exonération fiscale, elle engendre une diminution des ressources publiques. Alors, qu'on puisse présenter cela philosophiquement d'une manière ou d'une autre, j'en conviens, mais il demeure que moi j'ai le sentiment qu'il est légitime qu'on me demande des comptes
Bien sûr. lorsque je fais ce type En tout de cas, dépenses. c'est un débat très technique. Alors, ça appelle la question de la régulation directement. Et derrière, faut-il plus de régulation finalement dans le mécénat aujourd'hui? Blandine Mullier, votre position là-dessus, au nom de l'éthique peut-être même, ne serait-ce qu'on aborde là depuis quelques minutes l'important volet fiscal, mais il y a des tas d'autres choses dans le débat autour du mécénat et notamment l'éthique. Oui, l'éthique, parce que le mécénat, c'est pas se donner bonne conscience. Le mécénat, c'est l'engagement. D'ailleurs, si vous êtes tous là, c'est que vous êtes adhérents ou pas, ou preux ou pou d'Admicale, donc vous savez ce que c'est que l'engagement. L'engagement, quand on porte une cause ou quand on a envie de la développer, c'est pour la cause, c'est pas pour soi. Et l'éthique commence par là. C'est-à-dire qui tire la couverture? Est-ce que c'est le privé qui fait du don ou est-ce que c'est l'État qui délègue? Bon, c'est pas là le sujet. Le sujet, c'est bon, ok, aujourd'hui j'ai les moyens d'agir. Comment je le fais? Avec bienveillance, avec partage, avec cohérence, avec impact. Ça, c'est un autre mot qui est compliqué à définir, mais c'est vraiment quelle éthique derrière. Et ce que j'essaye de développer, que ce soit à la Fondation Entreprendre, au Centre français des fondations, mais j'imagine que chez Admicale, c'est exactement pareil, c'est on regarde tous dans une même direction, on ne regarde pas son nombril. On se dit, bon, ben, l'éthique, pour moi, ça commence par là, c'est de dire, ben, ensemble, qu'est-ce qu'on fait pour la cité? C'est vraiment, c'est pas une question de religieux, peut-être il faut aller chercher en spiritualité, où est-ce qu'on va aller se nourrir de générosité, de bonté, de partage. On n'est que des petits bonshommes, et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire quelque chose de merveilleux? Michel Pébreau, plus de régulation pour plus d'éthique? La régulation, je pense, n'est pas nécessaire s'agissant des mécènes. Ce qui est important, c'est que ces mécènes soient eux-mêmes dans une situation, si je puis dire, de responsabilité. Alors, la responsabilité dans les entreprises, c'est simple, puisque par construction, on a tous les contrôles qui s'exercent du fait des actionnaires, du fait des clients, du fait des salariés. Il y a un contrôle qui s'exerce sur l'entreprise. Sur une personne physique, je dirais, elle a à voir sa propre morale. C'est son affaire de savoir de quelle façon elle s'engage. Et je dirais que cet engagement est un engagement sur lequel sa propre éthique va fonctionner. Bon, je ne pense pas qu'on puisse demander une régulation à cet égard. C'est-à-dire, ça me paraît très difficile. En revanche, il est nécessaire d'avoir des règles en ce qui concerne l'orientation des dépenses correspondantes. Le mécénat doit correspondre à des causes d'intérêt général. C'est l'utilité publique telle que vous l'avez définie tout à l'heure. Voilà, mais ce n'est pas une régulation de la façon de fonctionner, c'est véritablement une régulation de l'objectif, de l'objet du mécénat. Blandine Mullier. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Pébreau, en ajoutant la transparence. Voilà. C'est-à-dire la transparence des ressources, la transparence des subventions distribuées, la transparence de la gouvernance, donc l'humilité de ce que l'on sait faire ou de ce qu'on fera mieux demain. Et c'est vraiment l'éthique sous terme de la transparence. Moi, j'aime beaucoup ce qui vous m'inspirait. Quels objectifs voyez-vous maintenant pour les fondations de demain? Augustin de Romanet. Alors là, je vais poser la question à tous les trois d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez pour les fondations, pour le mécénat de demain? Alors, on ne va pas revenir sur le chapitre fiscal, on l'a largement abordé, on a bien compris la problématique. Qu'est-ce qu'il faudrait, en plus? On voit déjà le mécénat qui a beaucoup évolué ces dernières années, dernières années. Pour transformer encore mieux l'essai, qu'est-ce que vous voyez concrètement, Augustin de Romanet? En fait, c'est la même question que la précédente. Est-ce qu'on voit des régulations supplémentaires? La réponse est non. Je pense qu'on crève de trop de régulations et qu'il faut laisser aujourd'hui le système français, qui est relativement récent, le laisser vivre avec le système de régulation des parties prenantes. Quand je disais tout à l'heure de façon provocatrice que quand on faisait un don, on tirait un chèque sur l'État, on tire aussi un chèque sur son propre compte. Et donc, je crois que et les entrepreneurs et les particuliers qui font des dons sont assez grands pour savoir dans quelle mesure ils ont une action qui est juste ou pas. Et les parties prenantes de l'entreprise, notamment le conseil d'administration, a nécessairement un œil avisé sur ces questions. Ce que je crois, ce qui est intéressant, c'est que les fondations et toutes les actions de mécénat dans les années qui vont venir vont devoir se demander ce que c'est que l'intérêt général. Et ce qui est intéressant avec cette notion, c'est qu'elle n'appartient à personne et qu'elle évolue au fur et à mesure des générations. Dans les années 50, la question du logement à Paris était une question qui préoccupait tout le monde matin, midi et soir. La question du suicide des seniors était une question cruciale. Dans les années 50, 60, encore, début des années 60, il y avait
des problèmes de conditions de vie des seniors qui étaient monstrueuses. C'était d'intérêt général de leur venir en aide. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout un sujet d'actualité. Donc ce qui est intéressant lorsqu'on s'occupe des mécénats, c'est de réfléchir au meilleur rapport coût-efficacité de l'action des salariés, puisque le mécénat d'entreprise permet de démultiplier des actions que les salariés mènent avec un certain nombre d'associations qui sont relayées par les entreprises, en tout cas pour certaines d'entre elles, et puis permet aussi de venir en appui d'un certain nombre de questions qui sont à la fois d'intérêt général et qui méritent des financements complémentaires. Michel Pébreau, sur ce plan. Oui, je crois que... La fondation de demain, le mécénat de demain. Oui, absolument. Je crois que la fondation de demain et le mécénat de demain ressemblent à celui d'aujourd'hui avec une transposition temporelle dans chacune de ces dimensions. J'évoquais tout à l'heure les domaines dans lesquels intervient BNP Paribas, qui sont finalement les 3 grands domaines d'intervention. La solidarité. La solidarité, par définition, elle doit s'adapter en permanence. Je prends un exemple. Lorsque sont intervenus les événements de 2005 dans les banlieues, nous avons engagé un programme banlieue. Il est toujours opérationnel, il n'a cessé de se développer. Il mobilise à la fois nos collaborateurs, certains de nos clients qui s'y intéressent, et passe par l'intermédiaire de petites associations de quartier dont j'ignore jusqu'au nom. Donc ça, c'est, si je puis dire, les circonstances qui font qu'à un moment déterminé, en matière de solidarité, apparaît un problème différent. Comme le disait Augustin tout à l'heure, dans les années 50, la question des personnes âgées qui se suicident était un problème. Ça n'en est plus un aujourd'hui. Deuxième domaine, la recherche. Ça, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental et la table ronde précédente a été extrêmement intéressante à cet égard. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'aider la recherche. Je laisse de côté le côté partenarial qui fait partie, si je puis dire, du business. Ça ne fait pas partie du mécénat. Le mécénat, c'est ou bien vous faites un don en matière de recherche, ou bien vous financez une série de recherches, comme je l'évoquais tout à l'heure sur la recherche climatique. Un don. Le TSE, la grande école d'économie de Toulouse, oui, qui vient d'avoir, dont le président vient d'avoir un prix Nobel, eh bien, en 2007, un certain nombre d'entreprises françaises se sont mobilisées pour constituer ce qu'on appelle un endowment aux États-Unis, c'est-à-dire un petit capital pour cette grande école d'économie, pour qu'elle puisse faire concurrence aux Américains pour garder ou faire venir des chercheurs de très grande qualité. Les entreprises qui font cela n'en attendent aucun retour. Nous avons fait très attention qu'il n'y ait aucune relation entre ce que nous faisions à cet égard et les recherches que conduit Toulouse School of Economics, parce qu'il faut que la recherche reste indépendante dans une partie de son activité, complètement des entreprises. Donc, si vous voulez, voilà le deuxième domaine. Le domaine de la culture est un domaine infini. Pour ma part, je trouverais beaucoup mieux que, comme c'était le cas à d'autres périodes de notre existence, et comme c'est le cas dans d'autres pays, la culture soit fondamentalement financée par l'initiative privée. Nous avons... Vaste débat. Vaste problème, mais problème sérieux. Donc nous avons un équilibre à retrouver entre, dans ce domaine, l'initiative publique qui va forcément se réduire puisqu'on doit réduire la dépense publique, donc on réduira celle-là comme d'autres, et l'initiative privée qu'il faut faire grandir parallèlement. Voilà, donc je crois que dans tous les domaines, il y a des évolutions. Dans la culture, un rééquilibrage. Dans la recherche, un effort spécifique, parce que notamment pour la recherche contre le cancer, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes à une période cruciale où les moyens que l'on met en œuvre sont susceptibles de sauver des vies humaines plus vite et de changer complètement les conditions de vie d'un certain nombre de malades à cause de l'analyse génomique qui a complètement révolutionné dans ce domaine la recherche. Donc on est à une période cruciale à cet égard. Donc on a besoin en effet d'argent et les finances publiques ne peuvent pas suivre. Donc il faut absolument l'initiative privée. On a bien compris, effectivement. Blandine Mullier, la fondation, le mécénat de demain, c'est quoi? C'est plus d'huile dans les rouages entre les jeunes, l'entreprise, pour que tout cela soit bien compris justement par les futures générations. C'est tout à fait ça. Et j'allais ajouter aussi entre associations, entre fondations. C'est-à-dire que les associations puissent travailler entre elles pour avoir le plaisir de travailler ensemble, pour avoir plus d'impact, coûter moins cher, aller plus vite. Les fondations, pareil. Plusieurs fondations devraient, et moi la première, travailler ensemble pour aller plus loin, pour avoir plus d'impact aussi. Ça, c'est la première chose. Donc, la mutualisation des forces et des expertises entre mondes.
Le deuxième niveau, c'est l'ouverture au monde hybride. C'est-à-dire qu'on voit apparaître beaucoup de concepts hybrides, et notamment l'ESS, par exemple, qui fait beaucoup parler. L'ESS, mon Dieu, il y a en même temps des banques, il y a en même temps des associations, des fondations, des entreprises sociales. Oula, ça fait très peur. Moi, je nous invite à vraiment creuser le sujet, parce que finalement, on veut tous la même chose, et donc allons-y ensemble plutôt que de cloisonner. Donc c'est vraiment le plus important, c'est savoir travailler ensemble. Faisons ensemble. Merci beaucoup. Nous travaillons déjà ensemble. Oui. Eh bien voilà, c'est la conclusion. Merci infiniment à tous les trois. Madame Blandine Mullier, Michel Pébreau, Augustin de Romanet. On n'a pas parlé de l'Europe, puisque peut-être que la dimension européenne peut avoir sa place aussi dans le débat, mais ce sera l'objet d'une autre journée de réflexion.